Bonsoir Renaud Van Ruymbeck. Bonsoir. Nous sommes très heureux et très honorés de vous accueillir ce soir au café de la librairie Dialogue. Vous faites partie de ces personnalités publiques qui forcent le respect par les images d'indépendance et de ténacité que vous véhiculez. Alors un mot sur votre parcours. Vous avez débuté votre carrière de magistrat en 1975. Vous êtes devenu juge d'instruction en 1977. Vous avez été doyen du pôle financier au tribunal de Paris jusqu'en juillet 2019. Arrêtez-moi si je me trompe. Alors. Au long de ces 44 années, vous avez instruit de très grandes affaires. Alors, je vais en citer quelques-unes. Urba, Elf, Clearstream, Kerviel, des affaires que tout le monde ici connaît pour avoir occupé le devant de la scène médiatique à différentes époques. Vous vous êtes particulièrement attaché à traquer l'argent sale et à lutter contre les paradis fiscaux. Vous êtes pour cela devenu une figure emblématique de la lutte anti-corruption. Et c'est donc tout cela que vous racontez dans votre livre « Mémoire d'un juge trop indépendant » paru chez Talendier. Un témoignage sincère et libre, aussi riche que l'ont été vos missions au cours de votre vie de magistrat. Alors pour revenir au projet de livre, vous dites dans les toutes premières lignes de l'avant-propos que ce projet ne vous est pas venu spontanément, que plusieurs personnes vous l'ont soufflé. Qu'est-ce qui fait que finalement vous avez trouvé que c'était une bonne idée d'écrire ce livre ? Je ne sais pas si c'est une bonne idée. J'étais extrêmement réticent parce que j'en voyais pas l'utilité au départ. En fait, c'est un journaliste qui aujourd'hui qui est à la retraite, qui s'appelle Jean-Marie Ponto, je ne sais pas si vous connaissez, qui a beaucoup écrit au Point il y a quelques années. Et c'est ce qu'on appelle un journaliste d'investigation. Il avait écrit des livres aussi, notamment sur des affaires qui me concernaient. Et il m'avait fait cette proposition il y a 7-8 ans, de me dire oh, ça serait bien un livre d'entretien, etc. Et j'étais pas très chaud, donc j'avais dégagé en touche en disant oh, de toute façon, j'ai pas le temps. Effectivement, j'avais pas le temps. On verra à la retraite. Bon. Et puis la retraite est arrivée, plus vite qu'on ne le pense d'ailleurs. Alors vous le rappeliez tout à l'heure en juillet 2019. Donc là, il m'a rappelé. Et j'étais toujours un peu réticent, mais en fait, je vais vous dire, j'ai été convaincu parce que j'en ai parlé un peu autour de moi pour savoir si c'était une bonne idée ou pas. Et j'ai un collègue qui est magistrat et qui est très belle plume, qui est au parquet d'ailleurs. Vous voyez qu'au parquet, il y a des gens très bien, avec qui d'ailleurs qui avait travaillé avec moi dans le dossier Elf. Et qui est historien aussi. Et il a d'ailleurs écrit des livres sur, mais vous allez le trouver, sur le Second Empire. Voilà. Pas spécialement sur la justice. Donc il a double casquette et un jour j'en ai parlé, je lui ai dit qu'est-ce que tu en penses ? Et il m'a dit fais-le parce que les historiens, quand ils travaillent, il m'a dit dans X années, ils ont besoin de matériaux bruts. Pas très flatteur pour moi, mais bon. Matériel brut, ça veut dire... Finalement, tu as connu pas mal de grandes affaires. Tu as traversé une époque qui a connu des changements considérables dans la justice. La justice a évolué, mais vous ne l'imaginez pas à quel point elle a pu évoluer. Enfin, vous voyez aujourd'hui que les juges, on parle de gouvernement des juges. Bon, il y a comment dire, il y a 40 ans ou 50 ans, on n'imaginait même pas un gouvernement des juges. Hein. C'était les juges aux ordres, c'était les parquets aux ordres. Et il me dit voilà. Et puis c'est bien pour eux d'avoir des témoignages directs plutôt que ce soit quelqu'un qui raconte ce qui s'est passé. Le témoignage de celui qui a vécu les affaires est intéressant. Et puis il me dit il y a le changement au niveau de l'indépendance de la justice et c'est intéressant de le voir raconté par des gens de l'intérieur, avec sincérité évidemment.
Et puis il m'a dit, il y a une autre dimension qu'il ne faut pas que tu oublies, c'est la dimension internationale, tout ce qui est paradis fiscaux, etc. Il y a des choses à dénoncer, à dire. Voilà. Et comme c'est un magistrat assez classique, dans le bon sens du terme, ça va, sinon ça ne serait pas un ami, je me suis dit finalement il a raison, je vais tenter l'expérience. Et alors au début c'était un livre d'entretien. Alors je ne sais pas les libraires, mais les éditeurs sont parfois des escrocs. C'est-à-dire qu'ils vous disent oui, un livre d'entretien, puis au bout une fois qu'on est lancé, Jean-Marie Ponto me dit en fait l'éditeur il préférait que tu parles à la première personne, tout seul. Donc, parce que les entretiens, les questions-réponses, les lecteurs n'apprécient pas. Bon. Donc, je me range à son opinion. Et puis, un jour, on fait un premier projet qu'on présente à l'éditeur. Je pensais qu'il allait être content. Et puis, il dit, vous ne parlez pas assez de vous. Faut employer le jeu. Oui, mais oui, moi j'ai passé ma vie à raconter les histoires des autres. Raconter la mienne, je suis pas un romancier, je suis pas. Mais il m'a convaincu finalement. Donc La mort dans l'âme, j'ai repris le livre, je l'ai réécrit. Et en réalité, je me le suis approprié en quelque sorte. C'est-à-dire que je me suis dit, tant qu'à faire, ou tu fais les choses ou tu les fais pas. Et aujourd'hui, je suis content de l'avoir fait, vous voyez. Comme quoi, dans la vie, il ne faut jamais jurer de rien. Alors, vous aviez déjà ouvert vos dossiers à un journaliste en 1994 dans le livre « Un juge face au pouvoir ». C'était sur l'affaire Urbain. Oui, non, attendez, j'ai jamais ouvert mes dossiers à un journaliste. Hein, donc... Non, c'est mal dit. En effet, puisqu'à l'époque, vous étiez tenu par le secret de l'instruction. Est-ce que pour ce livre-là, au contraire, vous vous êtes senti totalement libre de dire ce que vous vouliez ? Alors, c'était tout le problème. Parce que j'ai un secret de l'instruction, un secret professionnel qui existe toujours. Alors, ceci dit, avec des réserves. C'est-à-dire que les affaires que j'ai traitées, la plupart d'entre elles, ont été jugées, définitivement, publiquement. Vous savez que quand un juge d'instruction, ce qui était mon travail, termine son dossier, soit il fait un non-lieu parce qu'il estime qu'il n'y a pas de charge suffisante, soit il renvoie devant le tribunal. Et dans ces affaires-là, j'ai été amené à rédiger des ordonnances, on appelle ça une ordonnance de renvoi, des ordonnances expliquant l'affaire et disant voilà pourquoi je poursuis un tel et un tel. Le tribunal, par la suite, étant libre de dire oui, c'est bien ou non, c'est pas bien. Hein, il peut relaxer, il peut dire l'instruction a été mal faite, etc. Bon. Donc, j'avais pour habitude, si vous voulez, donc, de rédiger des ordonnances. J'ai perdu la question, pardon. Étiez-vous libre de dire ce que vous vouliez ? Ah oui. Donc, je n'ai conservé aucun procès-verbal, aucun interrogatoire, aucun. Par contre. Sur les affaires que j'ai traitées, il y a eu beaucoup de livres d'écrits. Jean-Marie Ponto, lui, avait accès à toute la presse, donc il y avait une presse énorme, donc toutes les affaires étaient explicitées, mais un peu dans le désordre. Donc je me suis appuyé là-dessus, et sur ma mémoire, étant précisé que ce que j'ai vécu, et finalement j'ai basculé dans ce que j'ai pu vivre progressivement. Là, je n'ai pas de secret de l'instruction. Je ne livre pas des secrets qu'on m'a confiés dans mon bureau à tel moment, bien sûr. Donc, avec tout ce matériau, j'ai pu raconter quand même pas mal de choses. Et surtout, ce que je voulais faire, c'est que ceux qui lisent le livre comprennent réellement ce qui s'est passé dans toutes ces grandes affaires et voient le fonctionnement interne de la justice. Vous avez tous une opinion sur la justice.
Si on faisait un sondage, je pense que... Mais j'en ferai pas, hein, parce que... Ouais. 80% pensent que la justice fonctionne mal, donc j'espère me classer dans les 20%, et encore, j'en suis pas certain. Et je ne suis pas certain de vous convaincre non plus du bien fondé toujours de la justice. Mais la justice fait aussi son travail quelque part. Elle a ses difficultés. J'ai connu des périodes de blocage, des blocages politiques dans des affaires politiques par les parquets, des blocages internes, une hiérarchie pesante. Mais écoutez, je suis là, tout va bien. Donc j'ai pu passer à travers tout ça et comment dire, rester libre dans tout ce que j'ai pu engager, tout ce que j'ai pu faire. Tout ça, tout ce qu'on a bien voulu me donner. Il y a des affaires qu'on n'a pas voulu me donner. Bon, à une époque, quand je me suis intéressé à des financements politiques, j'avais découvert des faits qui étaient bien, où je voyais bien où on pouvait aller chercher et qui. Mais vous savez, un juge d'instruction instruit les dossiers, ça faut bien savoir ça, qui lui sont confiés. Il ne peut pas sortir du cadre. Pour sortir du cadre, pour s'étendre, s'il découvre des affaires nouvelles, il doit demander l'autorisation au procureur. En l'occurrence, avec un pouvoir en place, oui, je ne vais pas vous faire un dessin, je n'ai pas eu toutes les autorisations nécessaires, donc il y a des affaires que je n'ai pas pu instruire. Donc je me suis heurté à l'étouffement des affaires. C'est une situation que j'ai trouvée en arrivant. Sous la Troisième République, la Quatrième République et le début de la Cinquième République, aucune affaire financière, politico-financière n'est sortie. Cherchez, vous n'en trouverez pas. Non, silence dans les rangs. On est bien d'accord. Donc, aujourd'hui, ça a complètement changé. On en parlait tout à l'heure, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient présents, l'affaire Cahuzac, qui est sortie d'ailleurs en amont par la presse, ou l'affaire Fillon, qui est sortie aussi par la presse et où la justice a fait son travail. Un fonctionnement comme celui-là, il y a 30 ans, c'était inimaginable. D'abord, la presse n'aurait peut-être pas rien sorti et la justice n'aurait rien fait. Et ça, je peux vous l'affirmer. Surtout si ça touche le pouvoir en place. Si ça touche des opposants, le raisonnement n'est peut-être pas tout à fait le même. Hein. Mais moi, il se trouve que j'ai toujours eu la chance, en quelque sorte, d'avoir le pouvoir en place. Me heurter au pouvoir en place avec un ministre de la Justice qui appartenait au même pouvoir que les personnes que je poursuivais, ou les partis que je poursuivais. Et donc, ça a été évidemment des bras de fer. Ça a été des bras de fer que je ne suis pas seul à avoir connu, d'ailleurs, dans les années 90-2000. Et je dirais que, il y avait notamment l'affaire Urbac, où j'étais très attaqué par le Parti socialiste, à l'époque où François Mitterrand était président de la République, et d'ailleurs se permettait des commentaires sur l'instruction qui aujourd'hui ne passerait pas. Et ce passage a été très dur, mais Henri Emmanuelli, qui était trésorier du Parti socialiste, a été condamné, et définitivement condamné. Donc ils avaient beau se remuer, dire que les juges font n'importe quoi, attaquer la justice est passée. Et je dirais que le bras de fer, si on peut l'appeler comme ça, mais le rapport de force s'est inversé. C'est-à-dire qu'on est passé d'une époque où les politiques n'avaient aucun compte à rendre et la justice ne leur en demandait jamais, à une époque où, là par contre, attention, s'il y a faute, s'il y a franchissement de la ligne jaune, la justice va s'y intéresser. Voilà. Donc c'est tout ce changement à travers ces grandes affaires. Ouais, j'en ai connu un certain nombre, c'est vrai, jusqu'à une période récente, qui montre cette évolution.
Alors justement, j'aimerais qu'on revienne à la toute première affaire dont vous parlez dans votre livre, puisque vous l'avez construit de manière chronologique. Elle se passe 2 ans après que vous soyez devenu magistrat. Donc vous êtes tout jeune, vous avez 27 ans. Et vous vous voyez confier une affaire qui va marquer l'histoire politique française, l'affaire Boulin, du nom du ministre du Travail, impliqué dans une affaire d'escroquerie de vente de terrain sur la Côte d'Azur, et qui va se donner la mort le 30 octobre 1979. Ce jour-là, vous le racontez, la France est sous le choc, et vous l'êtes vous-même également, d'autant plus que Robert Boulin, dans sa lettre posthume, vous met en cause, vous qualifiant de juge ambitieux et haineux. Est-ce que vous pourriez nous resituer votre rôle dans cette affaire et peut-être ce qu'elle a produit sur vous, qui étiez alors tout jeune magistrat? Je pensais que vous alliez me demander si, que je vous explique comment j'étais ambitieux et haineux. Oui, alors, ça se passe en 2 temps, c'est-à-dire que j'instruisais une histoire de terrain du côté de Saint-Tropez, impliquant un monsieur qui était l'ami de Robert Boulin, que Robert Boulin qualifie d'escroc dans sa lettre posthume. C'est pas de ma faute s'il est ami avec un escroc. C'est pas de ma faute s'il le protège, s'il l'appuie par des démarches auprès de la préfecture pour obtenir des permis de construire, ce qui était établi dans le dossier. Et c'est pas de ma faute si cet escroc a vendu 2 fois les mêmes terrains, a encaissé le prix et pris les voiles. Bon, et mis les voiles. J'ai des expressions brestoises. Donc il se croyait protégé. Et quand j'ai hérité du dossier, j'ai mis un peu de temps, mais enfin j'ai quand même compris que ce monsieur Tournay était au centre du jeu. Je l'ai perquisitionné, à l'époque on disait inculpé, et à l'époque les juges d'instruction avaient le pouvoir de la mise en détention, qui n'ont plus aujourd'hui, mais à l'époque on l'avait. Donc je l'ai incarcéré. Et puis, au bout de quelques semaines, comme je voyais que le dossier était compliqué, que ça allait prendre du temps, son avocat a proposé une caution. Il a versé une caution qui était importante à l'époque. Et j'ai accepté de le libérer sous contrôle judiciaire en lui prenant son passeport pour être sûr qu'il ne perd pas à l'étranger. Encore que, on peut prendre le passeport et il y en a qui savent faire. Mais il a respecté, il a payé sa caution. Bon. Et puis il est apparu dans le dossier que le terrain, alors sur ce terrain qui faisait une 30aine d'hectares, Robert Boulin avait acheté 2 hectares à Henri Tournay. En réalité, Tournay explique que c'était un don déguisé. Il y a une histoire de chèque au porteur, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'irai qu'au moment... Alors Robert Boulin, que je n'ai jamais rencontré, puisque moi je me suis intéressé au personnage central, mais je voyais bien qu'il était... Et j'avais entamé des investigations sur ses comptes bancaires. Et j'étais sur le point de démontrer, au moment où il se donne la mort, que le terrain, le prix du terrain lui avait été remboursé puisqu'il avait déposé en espèces une somme équivalente au prix du terrain. Et j'avais la preuve du retrait de cet argent du compte d'Henri Tournay. Et il l'avait déposé le lendemain. Bon, la même somme, le même montant, la date collait parfaitement, donc ça devenait difficile. Puis j'avais d'autres éléments dans le dossier. Donc c'est sur ces entrefaites que j'apprends la mort. Je fais effectivement la relation avec le dossier, mais d'une façon un peu confuse. Et le lendemain de sa mort paraît cette lettre. Cette lettre qu'il envoie à ses amis, à l'AFP aussi, donc qui va être publiée, dans laquelle il explique les raisons de son geste. Et dans cette lettre, il explique qu'il a affaire effectivement à un juge épouvantable. Voilà, donc il m'en veut en réalité d'avoir instruit non seulement contre Henri Tournay, et il y avait aussi un notaire, mais également contre lui-même.
parce qu'il considérait, ça c'est moi qui le pense, comme tous les hommes politiques de l'époque, que les juges n'avaient pas à se mêler de leurs affaires, ce qu'ils ne faisaient pas. Donc je commettais quelque chose d'anormal en allant procéder à des investigations le concernant. J'applique le principe qui pour moi, alors oui, je ne suis pas méchant comme ça, mais il y a des choses sur lesquelles je ne transige pas. Le principe d'égalité, les privilèges, j'ai hors de ça. Il ne faut pas qu'on me dise je suis ci, je suis ça, etc. Donc, non, monsieur ou madame, vous vous rendez des comptes comme tout le monde. Donc, je ne fais pas de différence. Et j'en ai pas fait. Et il va interpréter cela comme une volonté de lui nuire. Et il va traduire ça, c'est un petit juge, alors un petit juge rouge, comme on disait à l'époque, ça l'arrange bien de taxer de juge rouge, enfin il ne dit pas juge rouge, hein, mais haineux de la société, ambitieux, quelle ambition, j'en sais rien, haineux de la société c'est lui, hein, et agissant de connivence avec le ministre, qui est un ministre de droite, Alain Peyrefitte, qui, considère-t-il, était en compétition avec lui pour devenir Premier ministre. Donc c'est comme s'il m'avait donné le dossier pour que je... Et ce qu'il reprochait à Alain Peyrefitte, c'est de ne pas être intervenu dans le dossier pour me dire de me calmer. Non mais c'est le monde à l'envers. Hein, on est d'accord. Et puis j'avais conclu également un pacte avec son ami, là, Henri Tournay, c'est-à-dire que je l'avais libéré en échange de ses aveux sur le don du terrain. Voilà ce qu'il mouline. Et je découvre cette lettre aux informations le lendemain de sa mort, sur la une, là, le midi, et je vois ma photo, le contenu de la lettre, le juge haineux de la société, et là, c'est l'effondrement. Je vais à mon bureau l'après-midi, je m'enferme. Je suis complètement anéanti, bouleversé. En plus, j'ai affaire à un ministre qui est mort. Bon, déjà que je suis tenu par le secret, je ne peux pas répondre, mais alors là, encore moins, alors que je suis attaqué. Je le vis très mal et je me pose des questions, d'ailleurs. Je me dis, mais est-ce que tu n'es pas allé trop loin ? Est-ce qu'en enquêtant sur le ministre, tu aurais peut-être mieux fait de ne pas y aller ? Toute la presse parisienne débarque. Je suis à Caen à l'époque. Ils débarquent et je m'enferme. Je coupe le téléphone. Et ce qui m'a sauvé, en quelque sorte, le jour même, c'est que les magistrats du tribunal, spontanément, sans que je sache d'ailleurs, se sont réunis et ont lu une pétition, un communiqué à la sortie en disant que j'étais pas du tout le personnage décrit par Robert Boulin, etc. Et ça a calmé le jeu. Alors après, Valéry Giscard d'Estaing, qui était président de la République, demande au Conseil supérieur de la magistrature de s'assurer que l'instruction a été conduite dans des circonstances normales. Donc je vais voir arriver 8 jours plus tard dans le palais de justice 3 hauts magistrats qui vont commencer. Là, je suis impressionné parce que il se trouve d'ailleurs que parmi eux, il n'y avait pas que des hauts magistrats, il y avait un professeur de droit pénal que j'avais eu à la fac et pour lequel j'avais une grande estime, une grande considération. Je ne sais pas si je faillote à ce moment-là, mais je le lui dis quand je le vois. Vous savez, dans ces cas-là, on ne la ramène pas. Et je sens qu'il n'en a pas grand-chose, rien à faire. Bon, il est très professionnel, ils sont 3, ils me posent des questions, alors comment ça s'est passé, etc. Je leur dis, voilà. Et je leur raconte l'histoire de ma réquisition bancaire sur le compte, parce qu'il se trouve que cette réquisition qui montrait qu'il avait déposé, le ministre avait déposé une somme, là juste le lendemain du retrait en espèces, une somme équivalente, j'ai eu la réponse quelques jours après sa mort. Et là, je me dis, ok, j'ai compris,
Est-ce que tu aurais dû faire ça, pas dû? Mais je leur dis voilà ce que j'ai fait. Alors, leur question, c'était, mais est-ce que vous avez informé le procureur? Réponse, non. J'avais pas à le faire et j'aurais pu le faire. Mais si vous voulez, le procureur, il était dans une position un peu ambiguë parce qu'à l'époque, les procureurs étaient sous la tutelle du ministre. Je me suis dit, si je lui dis, il va le faire remonter. Donc je ne l'ai pas fait. Je lui ai dit non, je l'ai fait. Et puis je n'étais pas tenu de... Il n'y a pas un texte qui oblige le juge d'instruction à informer au jour le jour de tout ce qu'il fait, d'informer le procureur de la République. Et ils vont me blanchir. Ils vont considérer que l'instruction, au bout de 8 jours, ils vont avoir un rapport en disant que tout est normal. Et je vais vous dire une chose, c'est que j'ai eu la réponse positive 3 jours après sa mort. Et j'ai lu, alors parce que je me suis procuré tous les livres qui avaient été écrits pour me rafraîchir la mémoire, et on découvre aussi d'autres choses que je ne savais pas. C'est que 3 jours après sa mort, quand je reçois la réponse de la banque, c'était la BNP de Libourne, me disant qu'il y a eu un dépôt du montant du prix du terrain juste le lendemain du retrait, j'en informe le procureur en lui disant c'est pas anodin, ça peut peut-être expliquer le geste du ministre. Bon. Et j'ai lu un livre d'un des collaborateurs d'Alain Peyrefitte, que je cite d'ailleurs dans le livre, où il dit que le week-end avant sa mort, Robert Boulin aurait rencontré le directeur de la BNP Libourne. J'en déduis qu'il a pu être informé à ce moment-là par le directeur de la banque, qui a pu lui dire « Oulala, je ne comprends pas, il y a un juge qui demande vos comptes, etc. » Et Robert Boulin a pu comprendre à ce moment-là qu'il était pris dans la nasse. Voilà. C'est une explication. Alors, c'est la seule réaction négative que j'ai eue au moment de la publication du livre, c'est la réaction de la fille de Robert Boulin, qui a dit comment ce juge qui n'a jamais vu, parce que je n'ai jamais vu Robert Boulin, je n'ai pas enquêté sur sa mort. Moi, j'ai enquêté sur l'affaire de terrain dans laquelle il était impliqué. Comment ce juge peut-il, en gros, salir la mémoire de mon père? C'est ce que ça voulait dire. Vous savez qu'ils ont déposé plainte pour assassinat. Ils considèrent qu'il a été tué, qu'on ne peut pas se suicider dans 60 cm d'eau dans les étangs de l'Hollande. Il y a tout un débat. Moi, j'ai simplement expliqué mon ressenti, parce que ça rentre dans le débat. Et je n'ai repris que des faits. À partir de là, oui, j'ai le sentiment que c'est un suicide. Maintenant, si demain on me démontre qu'il a été tué, par qui, quand, comment, et surtout qu'on explique pourquoi il envoie cette lettre en 7 exemplaires, dont on retrouve le brouillon dans sa corbeille chez lui, où il annonce son intention de se suicider. Bon, après, il y a une instruction, d'ailleurs je crois qu'elle vient de se terminer, elle est sur le point de se terminer à Paris. Voilà. Alors, il y a 2 thèses, hein. Il y a la thèse de la fille, mais il y a eu aussi, alors j'ai retrouvé également un livre que son fils, le fils de Robert Boulin, a écrit, Ma vérité ou La vérité sur mon père, dans les mois qui ont suivi sa mort, où il explique les raisons de son suicide. Alors, ce qui s'est passé, pour être complet, j'en termine là sur cette affaire, c'est que il y a une enquête au départ, au moment de sa mort, ils ouvrent une enquête à Versailles, mais le parquet, qui à l'époque est aux ordres, ne saisit pas un juge d'instruction. Ça reste entre les mains du parquet, et au moment de l'autopsie, il n'ouvre pas le crâne. Chose qu'ils auraient dû faire. Enfin, à mon sens, moi, si j'avais eu une instruction comme ça, où on fait les choses, ou on ne les fait pas, mais on ne fait pas les choses à moitié. Alors, du fait qu'ils n'ont pas ouvert le crâne, d'aucuns en déduisent par la suite, ils n'ont pas ouvert le crâne, il y a des traces de fracture, donc il a été frappé avant, etc. etc. Comme la plainte pour assassinat la thèse de l'assassinat ne va apparaître que plus tard, que des années plus tard. Évidemment, après, c'est trop tard, on n'a pas
on n'a pas l'explication. Bon, maintenant, les policiers qui ont fait l'enquête, les policiers de Versailles, expliquent qu'il y a des grands policiers qui expliquent qu'ils ont fait leur travail et que, voilà, maintenant, chacun son opinion. En tout cas, vous l'avez dit, cette affaire vous bouleverse, mais elle n'ébranle pas votre vocation de magistrat et d'aller au bout des affaires, quitte à enquêter sur des personnalités politiques de premier plan. Ce sera le cas quelques années plus tard avec l'affaire Urbain, où vous allez donc perquisitionner le siège du Parti socialiste sous les regards éberlués, voire je ne sais pas comment vous les qualifieriez, mais des personnes qui étaient présentes. Il fallait du cran à l'époque. J'ai senti que quand j'allais, au moment de rentrer dans le parti politique, jusqu'au dernier moment, j'ai une angoisse. Est-ce que tu vas pas trop loin ? Ça se faisait pas à l'époque. Et d'ailleurs, j'y vais parce que c'est plus fort que moi. Je considère qu'il faut, puisque le parti bénéficiait des fonds collectés par Urbain pour les 2/3, par ce bureau d'études. Les entreprises qui voulaient un marché, il fallait qu'elles payent le bureau d'études auprès de certaines municipalités de gauche. Et ils prenaient 3% ou 4%. Alors, si vous payez, ce qu'expliquaient les chefs d'entreprise, si vous payez, vous avez le marché. Si vous ne payez pas, vous ne l'avez pas. C'est aussi simple que ça. Et la vie politique était financée comme cela. Alors, évidemment, les juges, ils appellent ça du trafic d'influence. Ils appellent ça des fausses factures. Donc, quand j'ai constaté que... Alors, j'avais poursuivi, et mon prédécesseur aussi, Thierry Jean-Pierre, la société Urbain, ses dirigeants, j'aurais pu m'arrêter là. Mais je me dis, mais à qui ça profite tout ça ? Ça profite au parti. Il n'est quand même pas normal de laisser le parti, de faire comme si il n'existait pas. C'est un peu comme dans l'affaire Tournet-Boulin. C'est toujours le même raisonnement, si vous voulez. Et donc, je vais perquisitionner ce parti. Alors là, je ne dis pas tout ce qu'ils m'ont balancé quand je suis rentré, atteinte à la démocratie, vous n'êtes pas élu, vous n'avez aucune légitimité pour perquisitionner un parti qui, lui, se présente devant les urnes, qui a des représentants, etc. Même topo, quelques mois plus tard, quand j'ai osé inculper, puisqu'on employait le mot inculper à l'époque, le trésorier du parti, le trésorier, Henri Emmanuelli, qui était devenu entre-temps président de l'Assemblée nationale, mais qui a été condamné. Voilà, c'est-à-dire que, comme pour l'affaire des terrains dramatuels, l'affaire Boulin dont on parlait tout à l'heure, mes procédures ont abouti. Et elles ont abouti à des jugements qui sont allés en cassation, ils ont perdu. Donc, mes procédures n'ont jamais été annulées. Je ne suis jamais sorti de la ligne. J'ai un cadre légal, mais je vais au bout. Voilà. Donc, ça a été important parce que c'était un bras de fer où là, j'étais très attaqué par même mise en cause personnellement, comme l'avait fait Boulin, par le Parti socialiste, puisque j'avais mis en cause le parti. Alors, pour la petite histoire, j'ai repensé tout à l'heure. Le trésorier du Parti socialiste, je le mets en examen, enfin je l'inculpe, je le convoque, mais je n'ai pas fait une perquisition à son domicile. Je ne l'ai pas fait mettre en garde à vue une seconde. Regardez aujourd'hui la différence de traitement. Non mais, alors évidemment, il agissait. Aujourd'hui, on irait lui prendre son téléphone, on irait lui prendre son ordinateur et on analyserait tous les contacts qu'il a pu avoir avec les dirigeants d'Urbain, etc. Moi, je n'avais pas tout ça. Mais il n'y avait pas de portable déjà à l'époque. Il n'y avait pas d'email non plus. Donc, on a changé de contexte et je dirais que les moyens, puisqu'on a une justice qui s'est émancipée depuis, c'est considérablement émancipée, les moyens mis en œuvre sont considérables. Moi, je me contente d'une convocation. Et c'est sur cette convocation qu'on va m'attaquer. Alors, j'ai perquisitionné le parti, évidemment, mais au parti, je ne prends aucun fichier du parti, je me cantonne à la trésorerie. Vous avez reçu 60% des fonds d'Urbain, ou quand, comment ? C'est tout.
Je procède uniquement à cette analyse. J'essaye de voir les liens qu'il y a entre le parti et la société Urba. Alors, au final, Urba va être condamné, Henri Emmanuelli aussi. Et c'est pour moi un soulagement quand je vais apprendre, quelques années plus tard, que la Cour de cassation a rejeté les derniers pourvois, donc que ma procédure a été intégralement validée. Parce que le juge agit dans un cadre légal. Moi, je suis sur le terrain du droit. Ce qui est grave, c'est si on vient me dire à l'arrivée, monsieur, vous avez mal appliqué la loi, vous avez renvoyé quelqu'un, il n'y a pas suffisamment de charges contre lui. Là, effectivement, on est faible. Encore que, on peut se tromper. Il y a quantité de dossiers aujourd'hui, et je parle des dossiers de droit commun, n'importe quel dossier, où on accepte le principe que le juge mette en examen. Alors, après, il fait un non-lieu, il ne fait pas un non-lieu, mais s'il renvoie, on accepte l'idée qu'il y ait une condamnation ou une relaxe. Regardez, pour revenir à l'actualité, l'affaire Tapie. Dans l'affaire Tapie, mes collègues ont considéré qu'il y avait suffisamment de charges, donc ils ont renvoyé devant le tribunal. Le tribunal a relaxé tout le monde, appelle, et la cour d'appel condamne. Sauf, évidemment, Bernard Tapie, puisqu'il est décédé entre-temps. Mais vous voyez que la justice, elle est parfois dans des dossiers où tout le monde n'a pas forcément la même analyse. Voilà. Parce que la justice, on peut la critiquer, mais elle accepte de se tromper, et elle accepte de le dire elle-même. Ça prend du temps, ça donne peut-être l'impression de l'extérieur qu'il y a des contradictions. En réalité, ça montre qu'elle se pose des questions et qu'on peut, mais comme vous pouvez avoir sur un événement des analyses différentes. Et la justice, elle est humaine, c'est pas un ordinateur, hein, donc on peut se tromper, il y a une marge d'erreur, on essaye de ne pas se tromper. Et toute mon angoisse, alors là, pour le coup, profonde dans mon métier, c'était de ne pas avoir cette situation-là, de ne pas aboutir à une relaxe ou à un procès devant le tribunal qui est public, où on dise l'instruction est mal faite, le juge d'instruction n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça, il aurait dû, il ne l'a pas fait. C'est ça la responsabilité du juge d'instruction, c'est d'enquêter et de fermer toutes les portes, si j'ose dire, c'est-à-dire de ne négliger aucune piste et de se méfier de ses propres non pas certitudes, parce qu'on ne peut pas avoir de certitude, mais de ses intuitions, après c'est les déductions, il faut les vérifier, il faut les bétonner, il faut construire un raisonnement. Votre livre, vous l'avez construit finalement presque à la manière d'un roman policier. En tout cas, on vous suit dans vos enquêtes, dans vos perquisitions, dans vos découvertes. Et parfois, on se demande, mais pourquoi est-ce qu'il continue malgré les attaques? Et qu'est-ce qui vous guide finalement dans cette soif de vérité? Alors, vous parlez de ce sens aigu du service public qui vous vient de votre famille. Est-ce que c'est cela finalement qui vous a toujours guidé pour aller au bout des choses ? Le goût du service public, oui. Et puis, si je ne vais pas au bout, je ne peux plus me regarder devant une glace, c'est tout. Donc, je suis contraint d'aller au bout. Je n'ai pas le choix. Et quant à l'indépendance, c'est quelque chose auquel je tiens de façon viscérale. Voilà, c'est... Alors, l'indépendance ne veut pas dire non plus arrogance, évidemment. Indépendance, c'est la liberté. Je suis libre de faire ce que j'estime devoir faire. Et j'ai toujours eu ces idées m'ont guidé, si vous voulez. J'ai essayé de ne pas les trahir. Quelquefois, elles m'ont porté très loin, même trop loin, quelquefois, dans l'affaire Clearstream. Mais je pense que vous allez l'évoquer. Parce que je crois que dans une vie, on commet aussi des erreurs. Ben justement, on peut peut-être avancer. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, c'est vraiment complètement... sur ces différentes affaires. Oubliez, s'il vous plaît. Parmi les grandes affaires qui ont marqué votre carrière, peut-être avant Clearstream, on pourrait parler bien sûr d'un dossier colossal, le dossier Elf. Alors là, on est en 2000. Vous rejoignez Eva Joly au pôle financier à Paris sur sa demande et vous découvrez les multiples tomes de cette affaire déjà en cours. C'est peut-être par son ampleur une des affaires les plus vastes que vous avez eu à traiter. Qu'est-ce qu'on se dit en arrivant quand on découvre tout ça? Par quel bout je prends cette affaire?
Ben, c'est exactement ça. Et le problème du dossier, quand j'arrive en avril 2000, alors le 1er avril, hein, mais ce n'est pas un poisson d'avril, j'arrive le 1er avril et tout feu, tout flamme, je me dis, tiens, voilà, un dossier qui est bien parti. Il y a des circuits financiers en Suisse importants, il y a des sommes très importantes. J'avais signé quelques années avant l'appel de Genève qui dénonçait ces circuits. Et là, pour la première fois, je vais m'occuper d'un dossier où il y a énormément de circuits complexes. Et quand je lis le dossier, d'abord, je ne comprends rien. Je ne comprends rien parce que les dossiers, vous savez, ils sont classés de façon chronologique. Il y a un truc qui arrive, un procès verbal, une perquisition, un élément. Et dans l'affaire Elf, on dit l'affaire Elf, mais il y avait au moins une vingtaine d'affaires complètement différentes. Et il y a déjà une trentaine de tomes. Un tome, c'est comme ça. Il y a déjà une trentaine de tomes que je ne connais pas, que je n'ai pas vécu. Donc, il y a un travail d'enregistrement et de mémoire qui est compliqué quand on n'a pas vécu soi-même. Le dossier a déjà 4 ans. C'est qu'il avait été ouvert en 96, 3-4 ans. Et ça part dans tous les sens. En gros, ça part dans tous les sens et tout est mélangé. Donc, au bout de 2 ou 3 jours, avec la meilleure bonne volonté, en prenant des notes de tout ce que j'ai lu, j'y comprends rien. Et je me dis, mais c'est pas possible. Comment je vais faire ? Ça a été une angoisse forte. Et puis, il se trouve que j'avais une copie du dossier. On était 3 juges, et chacun avait une copie. À l'époque, on travaillait sur papier. Aujourd'hui, ça a changé avec la numérisation, etc. Ça a des avantages et des inconvénients. Donc, j'ai 30 tomes dans mes armoires. Et je me dis, puisque c'est une copie, je vais tout reclasser. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais voir une nouvelle affaire, je vais ouvrir un tome. Donc, j'avais, au bout de... Ça m'a pris 1 mois à peu près, j'avais un dossier thématique. C'est-à-dire que mes 30 tomes, ils étaient classés. Alors, ça m'a pris du temps, un travail bête, hein, qui consiste à dire, tiens, là, on parle de l'affaire Lena, j'ouvre un classeur Lena. On parle d'Ertol, j'ouvre là. On parle du Congo, du Gabon, j'ouvre des... Voilà. Et puis, il y avait aussi des thèmes... c'était compliqué parce que même, souvent, je voyais des procès-verbaux où les policiers analysaient des scellés, mais alors eux, ils analysaient, ils mélangeaient tout. Hein, donc, telle pièce parle de telle affaire, telle autre de telle autre. Donc, c'était compliqué. Il fallait que j'extrais les passages importants. Enfin, vous voyez le travail en 1 mois. Donc, je perds 1 mois. Mais, une fois que j'ai pris ce travail de classification, là, je vais commencer à travailler. Et quand je vais prendre, par exemple, l'affaire du Gabon, pour ne pas la citer, j'ai tous les procès-verbaux ensemble relatifs à cette affaire du Gabon. Et là, je vais pouvoir commencer à véritablement travailler et comprendre, faire des rapprochements que je ne pouvais pas faire, puisque sinon, je mélangeais tout. Et donc, au bout de 2-3 mois, je ne suis pas très rapide, je reconnais, mais au bout de 2-3 mois, j'ai une vision du dossier. Puis alors, en plus, j'ai appris avec cette affaire à travailler. C'est-à-dire que j'ai rédigé une synthèse au fur et à mesure de ce que je voyais en disant, il y a tel élément, il y a tel flux important, ça a trait au Gabon. Dans mon chapitre sur le Gabon, je vais noter ce flux et noter la cote du dossier, c'est-à-dire pouvoir le retrouver dans le dossier. Donc c'est un travail de besogneux, de fourmi, mais qui fait qu'au bout de, on va dire 3-4 mois, je commence à avoir une bonne maîtrise du dossier. En plus, je suis en célibat géographique à Paris, donc je crois que c'est la seule période de ma vie où j'ai vraiment travaillé. C'est-à-dire que j'arrivais tôt le matin et je rentrais à 10h le soir. Pas de femme, pas de gamin, rien. Donc, on peut y aller. Donc là, ça m'a fatigué d'ailleurs. Hein, mais j'ai fait ce travail. Et après, je ne dis pas que c'était facile, mais après, je savais où j'allais. Et après, j'ai travaillé donc avec le juge suisse, le juge Perrodin, parce qu'en Suisse, il y avait la caisse noire d'Elf, elle était en Suisse. Et j'ai eu la chance de bénéficier de l'aide précieuse de Paul Perrodin, qui avait fait tout un travail d'analyse des comptes, notamment d'Alfred Sirvin, qui était le Deus Ex Machina, qui était le numéro 2
nommé par le président du groupe et qui avait la main sur les comptes à l'étranger. Il y avait aussi André Tarallo, qui était le monsieur Afrique du groupe, donc qui avait la main sur tous les comptes africains qui passaient par la Suisse et Liechtenstein. Et donc, j'ai été voir Paul Perrodin, j'ai travaillé avec lui. Il avait un analyste financier qui, lui, faisait les grands tableaux de flux. Et j'ai appris à travailler avec lui, avec eux. Et après, ça m'a servi, vous savez, on se forme sur le tas dans notre métier. Après, quand j'ai eu d'autres dossiers, quand j'ai eu l'affaire Karachi, par exemple, j'ai pu reconstituer les schémas comme j'avais appris, en voyant les autres faire, comment faire. On apprend tout le temps. En fait, je crois que dans ce métier, ce qu'il faut, c'est être ouvert, parce que surtout quand on est perdu. Et du coup, j'ai pu transformer l'essai en quelque sorte. Et au bout de 2 ans, j'avais dit, je ne resterai pas plus de 2 ans sur ce dossier. Parce que vous savez, la justice, elle doit toujours... si on ne veut pas s'enliser, il faut mettre des... Et j'avais dit d'ailleurs à Paul Perrodin, bon, là, ça se passait très bien. Et puis un jour, je lui dis, Paul, je te préviens, le 1er avril 2000, je suis arrivé en 2000, donc 2002, on arrête. Je lui dis quand même ça au départ, hein. Quand je le vois peut-être 18 mois avant. Mais même là, je sens que... Et je lui dis, c'est pas grave, s'il y a des trous dans la raquette, s'il y a des affaires qu'on... Tant pis. Il faut qu'on sorte le dossier. Et on est obligé d'éliminer tout ce qui est un peu discutable. Il faut faire des choix. Voilà. Et c'est ce travail-là qui est important. Si on veut sortir ces dossiers-là, parce que je peux vous dire que sur une affaire comme celle-là, si on veut fouiller tous les comptes partout, il y en a pour 20 ans. Hein, et vous direz, oh là là, la justice est lente, c'est à double vitesse. Ceux qui passent en comparution immédiate, on les juge toujours, tout de suite, et les autres, on les juge jamais. On a quand même réussi à avoir un procès en 2003, 2004, et ça a été définitivement jugé en 2005-2006. Il y a eu procès, c'est une constante qu'on doit avoir aussi dans ces affaires-là, c'est la nécessité de sortir les dossiers et de se mettre des échéances de lutte. Le temps est un ennemi, quelque part. Il faut du temps pour vérifier un certain nombre de choses, mais arrive un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter le compteur parce qu'il tourne. Et pendant ce temps-là, ça traîne, et puis quand c'est jugé 10 ou 15 ans plus tard, c'est mort. Et une fois de plus, vous êtes pionnier, puisqu'à l'époque, cette coopération internationale pour lutter contre le secret bancaire, notamment, il n'existe pas du tout, et vous travaillez à le mettre en place. Mais parce que j'ai la chance aussi d'avoir à Genève un juge qui fait son travail. Genève a toujours été en pointe. Je parle des juges, hein, je ne parle pas de la place financière. Hein. On est d'accord. Oui, mais il y avait un procureur général qui était élu, je crois qu'il était socialiste, mais socialiste suisse. Hein, ils ne sont pas aussi marqués que chez nous, je pense. Bon. Mais il avait ses convictions et il voulait lutter contre le blanchiment. À tel point d'ailleurs qu'il était même en avance quelquefois sur les pays. Parce que vous savez, pour lutter contre le blanchiment, comme Noël, il fallait des juges en France qui fassent leur travail, mais il faut aussi un juge suisse, mais il faut que ça travaille des deux côtés. Donc je crois qu'ils avaient eu à Genève les affaires Marcos, je ne sais pas si vous vous souvenez, Marcos. Non, vous n'étiez pas né à ce moment-là, pardon. Mais ça se passe dans les Philippines, c'est un dictateur, Philippines je crois, hein, des dictateurs qui a énormément d'avoir. Et il y a des affaires comme ça où la Suisse avait saisi beaucoup d'argent, mais il n'y avait pas de répondant de l'autre côté. Vous voyez ? Oui, évidemment, il était au pouvoir. Donc, on peut se trouver aussi en décalage dans l'autre sens. Hein, c'est-à-dire que l'argent, il est blanchi, il est caché en Suisse, mais il faut aussi démontrer qu'au départ, il y a de la corruption, qu'il faut aussi que les juges du pays travaillent. D'abord, il faut une justice libre, indépendante. On a cette chance chez nous, parce qu'on est dans une démocratie, mais il y a des dictatures où on peut y aller sur les opposants, on est d'accord, mais pas sur ceux qui sont proches du pouvoir. Donc ça, c'est une première exigence, et il faut donc une coopération des pays. Alors le problème, c'est ce que je dénonce d'ailleurs et je m'en rends compte dans d'autres affaires, par exemple l'affaire des frégates ou
même la taxe carbone, quand j'ai eu un dossier de taxe carbone, c'est que ceux qui ont de l'argent comme ça, qui est fraudé, qui est détourné, ou ceux qui bénéficient de la corruption, ils ne se contentent pas d'ouvrir un compte à un endroit. Hein. Ils en ouvrent dans plusieurs endroits et l'argent, il circule. Et il suffit que l'argent, à un moment donné, passe dans un pays qui ne coopère pas pour que l'enquête soit bloquée. Et là, on perd la trace. Par exemple, la Suisse, elle coopère. Le Luxembourg aussi, j'ai toujours eu des bonnes coopérations. Le Liechtenstein, ça a été plus difficile, mais ils ont fini par, notamment dans l'affaire Karachi, ils ont vraiment coopéré, en plus 20 ans après, 15 ans après. Mais vous avez le Liban, par exemple. Le Liban, moi j'ai eu des affaires qui étaient des affaires de corruption importantes. Jamais eu de réponse. Alors aujourd'hui, l'argent, il est reparti du Liban. Hein, je rassure ceux qui ont des avoirs au Liban. Ils ont anticipé la crise. Hein. Voilà. Il y en a qui anticipent toujours. Hein, dans ces cas-là, pleurez pas sur leur sort. Hein. Chypre a connu la même situation en 2009 ou 2010. Vous savez, il y a un écroulement de la place financière. Les oligarques russes qui avaient leur argent là, et d'autres d'ailleurs, dont on parle moins, je ne sais pas, ils ont dû être prévenus par la banque, c'est marrant, l'argent est parti. Ce qui fait que quand ça chute, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'argent pour personne, et il n'y a plus que les yeux pour pleurer. Et vous avez vu la situation du Liban aujourd'hui, c'est lamentable, parce que avant que ça s'écroule, on me disait, oui, mais c'est un pays de lumière, puis on est en sécurité, puis il y a, enfin encore que, et ouais, parce qu'il y a eu des guerres, mais l'argent, on peut y aller, on est tranquille. Voilà. Et donc, j'ai fait des demandes dans plusieurs dossiers, et j'ai jamais obtenu tous les relevés bancaires avec toutes les pièces que je demandais, ce qui me gênait dans les enquêtes, dans la mesure où ça passait par le Liban. Alors, quelquefois, on me donnait un peu, d'autres fois, pas du tout. Voilà. Et aujourd'hui, alors, la place, je veux dire, royale, aujourd'hui, c'est Dubaï. Alors, eux, ils répondent jamais. Ils extradent pas. Alors, j'ai vu récemment qu'ils avaient extradé une personne. Je me suis dit, ils commencent à se réveiller. Et je ne pense pas qu'ils soient sur la liste noire de l'OCDE ou de l'Union européenne. Et pourquoi ils ne sont pas sur la liste noire ? Vous savez, c'est la liste noire, ils ont fait des listes à un moment donné après le G20, soi-disant, il n'y avait plus de paradis fiscaux, etc. Bon, quand j'ai entendu ça, il n'y a plus de paradis fiscaux, je me dis, mon travail va être facilité, ça. Mais je ne le sentais pas, je ne le sentais pas, et malheureusement, il y a toujours des paradis fiscaux. Mais ils ont créé des listes comme ça. Et alors, on m'a expliqué que pour passer d'une liste noire à une liste grise et enfin arriver au Graal, c'est-à-dire sur la liste blanche, il faut signer des conventions internationales. Mon petit esprit me dit que quand Dubaï signe une convention avec Panama, les deux ont un bon point. Et deuxième bon point, si vous signez avec les îles Caïmans. On coopère entre nous. Bon, je caricature, mais à peine. C'est-à-dire que, pour moi, ces listes ne veulent pas dire grand-chose. Si ça se base sur les conventions internationales signées, il y a une telle hypocrisie dans ce domaine-là que... Alors, la seule chose qui me rassure, je sais que vous êtes là, vous connaissez les Pandora Papers, comme il y a eu les Panama Papers, il y a des journaux qui sortent périodiquement, et pas n'importe lesquels, des listes comme ça. Alors c'est épouvantable. C'est épouvantable parce que des gens qui croyaient à l'abri à Dubaï, on révèle subitement qu'ils ont ouvert à Dubaï un compte. Voilà. Et on va leur demander des explications. Comment les journalistes sont alimentés, j'en sais rien, je ne veux pas le savoir.
j'imagine qu'il y a des lanceurs d'alerte. J'imagine que... Alors moi, je vois 2 cas de figure possibles. Soit un hacker qui rentre dans le fichier de la banque, bravo, et qui va ce qu'on appelle un lanceur d'alerte, qui va le donner à la presse ou quelquefois aux autorités judiciaires des pays concernés. Donc c'est toujours un délit au départ. Le hacking, c'est pas autorisé. Hein. Ou alors c'est quelqu'un, on a vu le cas aussi, où c'était un lanceur d'alerte qui appartenait à la banque. On l'a licencié, il ne s'entendait pas avec son chef, je ne sais pas, il y a tous les cas de figure, et un informaticien. Et cet idiot-là, il emporte la copie du fichier des clients. Et il va les divulguer. Alors, on a vu le cas, par exemple, en Suisse. Je ne sais pas si je peux enchaîner directement, parce que c'est tellement criant cet exemple. La Suisse poursuit ces gens-là. Il a détourné le fichier de la banque. Il a violé le secret bancaire suisse. Non, mais c'est grave. Ne soyez pas, madame, c'est très grave. Donc, on va ouvrir une instruction à son encontre. C'est comme ça que le lanceur d'alerte, dans le dossier HSBC suisse, alors HSBC suisse, il y avait des listes de clients français, espagnols, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer, qui avaient des comptes là-bas. Et ben, il s'est retrouvé en prison. Il y a eu un mandat d'arrêt. Il était parti en Espagne, il croyait être tranquille, et il s'est fait... Les Espagnols l'ont incarcéré pendant plusieurs mois. Jusqu'au jour où ils ont compris que dans ces listes, il y avait aussi des clients espagnols. Et donc après, ils l'ont libéré et ils ont coopéré. Ce monsieur a rapporté des milliards aux impôts, que ce soit en France, en Espagne et ailleurs. Mais dans ce dossier-là, on ne disposait que d'une copie du fichier, la copie qu'il avait soustraite. On n'avait pas l'original. Qui a l'original? La banque. Donc on l'a demandé aux Suisses, l'original. Refus. Refus parce que violation du secret bancaire. Aux États-Unis, il y a eu la même histoire. Aux États-Unis, avec UBS. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire. Pareil, il y a un lanceur d'alerte. Alors, là, quand c'est l'oncle Sam, la Suisse n'a pas le même comportement. En tout cas, elle ne l'a pas eu. Quand c'est la France, on ne répond pas. Aucun soutien, d'ailleurs, de la classe politique pour s'offusquer qu'on ne coopère pas avec la justice française ou de l'Europe. Miette. Par contre, aux États-Unis, ils n'ont pas pris la plaisanterie comme ça, du tout. C'est-à-dire que les Américains ont découvert ils avaient un lanceur d'alerte. Ils ont découvert qu'il y avait d'honnêtes citoyens américains qui avaient des comptes en Suisse. Ah. Aux stupeur. Et donc, le parquet américain a demandé à la banque la liste de ces gens-là, tous les noms. Alors, la banque, au début, elle ne voulait pas. Après, il y a une espèce de rapport de force qui se crée, presque naturellement. C'est-à-dire, vous, UBS, qui est une des premières banques mondiales, si vous n'obtempérez pas au parquet américain, vous êtes bien inscrit sur la liste sur la bourse de New York. Vous avez bien le droit, jusqu'à aujourd'hui, de réaliser des opérations en dollars. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, ça peut partir en fumée. Et alors là, UBS a accepté de coopérer, de donner les fichiers. Un jour, j'étais à l'OCDE, j'étais invité. Je leur avais dit d'ailleurs, moi j'ai une liberté de parole, hein, on est bien d'accord. Oui, oui, pas de problème. Je me retrouve en plein dans ces affaires-là, à côté de... Il y avait une représentante de la Suisse qui s'est exprimée avant moi. Il y avait tout un parterre d'avocats, de services anticorruption du monde entier, etc. Bon. Et elle fait un discours en expliquant que la Suisse, ce qui est vrai d'ailleurs, a fait des progrès, a coopéré, etc. Bon.
Et après, on me donne la parole. Et donc, je dis à la dame qui se trouve à côté de moi, Madame, je trouvais très intéressant votre exposé. Moi, j'ai juste une petite question à vous poser. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Dans l'affaire UBS aux États-Unis, la Suisse a validé la transmission par la banque des données bancaires. Dans un cas de figure analogue, nous en France, vous nous avez opposé le secret bancaire. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ? Je ne comprends pas. Alors, je suis assez long à comprendre aussi, je le reconnais. Bon. Et donc, je pose ma question et silence dans les rangs. Alors, vous savez, les silences dans ces cas-là, c'est assez long. Alors, je reprends la parole. Je dis, écoutez, madame, excusez-moi, je me suis peut-être mal fait comprendre. Donc là aussi, je peux être lourd, très lourd quelquefois. Donc, je reformule ma question de façon encore plus détaillée. Et à nouveau, silence. Et à ce moment-là, celui qui anime le modérateur, ce que vous faites là en ce moment, le modérateur du débat, au bout de 30 secondes, intervient et me dit « Mais je crois que madame ne souhaite pas vous répondre. » Ça fait partie, en effet, des anecdotes que vous racontez très bien dans votre livre Renaud von Ruymbeck. Je vous propose peut-être de continuer la discussion de manière individuelle pendant la séance de dédicace. En tout cas, merci beaucoup, Renaud von Ruymbeck, pour cet échange passionnant. On aurait pu vous écouter des heures.